Bonjour, vous écoutez Les Coquelicots, le podcast sur le corps au féminin. Je suis Floriane, votre hôte. Vous entendrez ici des témoignages authentiques de femmes qui vous raconteront une expérience vécue dans leur corps. Les sujets que l'on abordera vous permettront de mieux comprendre votre corps et ses mécanismes, mais surtout, nous allons créer des liens entre femmes. En bref, ce podcast est une histoire de sororité. Je suis heureuse de donner la parole à Audrey dans cet épisode et de parler pour la première fois de handicap moteur. Audrey est atteinte d'une myopathie qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant au quotidien, même si elle peut encore faire quelques pas. Elle m'a partagé son parcours dans la maladie, puis elle m'a expliqué qu'elle ne considérait pas le handicap comme une limite à ses envies. Vie sociale, vie amoureuse, vie professionnelle, Audrey veut profiter de sa jeunesse en toute autonomie, avec son fauteuil roulant comme allié pour la transporter. Mais c'est le monde extérieur qui lui met des bâtons dans les roues, si je peux me permettre l'expression. Structures inaccessibles, regards condescendants, manque de considération, stigmatisation, c'est le quotidien des personnes en fauteuil. Alors, Audrey a pris la parole à mon micro pour éveiller les consciences et transmettre son optimisme. Bonne écoute! Bonjour Audrey. Bonjour Floriane. Comment tu vas? Et ça va, merci, et toi? Ça va, merci beaucoup. Je suis contente de te recevoir. Alors pour être tout à fait transparente, c'est la deuxième fois qu'on fait cette interview parce que la première fois ça n'a pas fonctionné, on a eu un souci de son. Donc voilà, on se connaît déjà un petit peu et c'est chouette et on va répéter des choses qu'on a déjà dites et on va en dire des nouvelles, j'en suis sûre, et ce sera très bien quand même. Ce sera une super expérience une nouvelle fois et je suis très contente de pouvoir à nouveau refaire ça avec toi. Alors, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me dire qui tu es et te présenter? Ça marche. Alors du coup, moi c'est Audrey, j'ai 25 ans, un BTS tourisme et je suis atteinte d'une myopathie. Donc pour être plus précise, c'est une dystrophie musculaire congénitale, syndrome d'Ulrich, déficit en collagène 6. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est techniquement, ce qui se passe en fait dans ton corps? Oui, bien sûr. En fait, c'est une maladie qui atteint les muscles, tous les muscles du corps, y compris du coup ceux des organes. Pour ma part, les plus affaiblis, on va dire, c'est ceux des poumons. Du coup, j'ai une capacité respiratoire moitié moins qu'une personne lambda, on va dire. Du coup, c'est un peu compliqué. Enfin, pour moi, à ce niveau-là. Après, les membres ont aussi fait. Parce que, donc, t'as ta capacité respiratoire qui est atteinte, mais aussi les muscles, du coup, de tes membres inférieurs et supérieurs, c'est ça? Voilà. J'ai moins de force, en fait, tout simplement. Je pense qu'ils se développent pas comme il faudrait et du coup, voilà, j'ai moins de force, tout simplement. D'accord. En quoi le fait que tu aies moins de capacité respiratoire, ça t'affecte dans ta vie au quotidien? En fait, parce que je peux marcher donc encore un peu, mais je suis la plupart du temps en fauteuil roulant. Quand je marche, en fait, quelques pas, je suis essoufflée très rapidement. Je peux vite manquer d'air. Si je parle trop, par exemple, je vais être plus vite essoufflée aussi. C'est surtout à ce niveau-là. Après, vu que j'ai jamais vécu avec 1 litre d'air, on va dire, dans les poumons, je peux pas comparer avec quelqu'un d'autre, mais c'est surtout ça qui me gêne moi en ce moment. D'accord, donc le fauteuil roulant, c'est parce que tu as très peu de force dans les jambes, donc tu as des difficultés à marcher, mais c'est aussi parce que dans tous les cas, même si tu avais beaucoup de force dans les jambes, tu aurais des difficultés à respirer au moment de la marche. Oui, je pense. J'avoue que là, tu me poses une colle. Je pense que tout est lié. Mais oui, c'est vrai que là, moi, dans mon cas, c'est plus pour la fatigabilité, parce que avant, quand j'étais petite, je ressentais moins ce problème avec les poumons. Alors peut-être que j'étais moins focus dessus. Quand on est jeune, on fait pas trop attention. Mais j'ai toujours été en fauteuil roulant, du coup, c'est plus pour la fatigabilité, parce que c'est difficile de me porter, en fait, vu que j'ai pas trop de force. Mon propre poids est difficile, même si je suis super mince. Ouais. Et cette maladie, c'est une maladie qui vient d'où? Alors ça s'est fait tout seul, en fait, pendant la grossesse de ma mère. C'est un gène qui a déconné, on va dire, sur une paire de chromosomes. En gros, pour imager, t'as 2 grands X, et moi j'ai un grand et un petit. Voilà le problème. On va dire que ça s'est mal encodé, et du coup,
Du coup, je sais pas ce que j'ai fait pendant la grossesse, mais voilà. Et c'est un gène dont tes parents sont porteurs, du coup? À l'hôpital, ils leur ont toujours dit que c'était pas de leur faute. Donc, est-ce que c'est pour les déculpabiliser, ou est-ce que c'est parce que pour le coup, ils sont pas porteurs du gène, ou je me dis, parce que du coup j'ai fait des recherches, est-ce que les deux sont porteurs sains, ou un des deux, enfin tu vois, je sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer. En fait, on n'a pas vraiment fait les recherches. Je t'avoue que quand ça leur est tombé dessus, ils ont juste voulu savoir si c'était de leur faute, et voilà quoi. D'accord. Et on leur a dit non et c'est pas aller plus loin dans les explications, quoi. Ouais, ou alors s'ils ont fait des examens, en tout cas ils m'en ont jamais parlé. Est-ce que c'est pour me protéger, ou pour pas que je leur en veuille, je sais pas. Dans tous les cas, je leur en voudrais pas évidemment, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé. D'accord. C'est difficile d'en parler entre vous de cette maladie? Je dirais pas difficile, mais en fait, je pense qu'ils se rendent pas compte de l'ampleur de la chose. Alors est-ce que c'est une forme de déni? Je sais pas. Ils sont bien conscients, hein, évidemment, de ce que je peux pas faire, ou ce que je peux faire à l'inverse. Mais parfois, j'ai l'impression que, tu vois, ils attendent plus, mais moi, je fais déjà mon maximum, et ils se rendent pas compte, en fait. Tu vois, c'est plus ça qui me pose problème, en fait. Peut-être qu'ils essayent de faire comme si de rien n'était pour pas que tu te sentes inférieur et en fait, toi, t'as l'impression qu'ils considèrent pas assez la limite que tu peux atteindre, quoi. Ouais, c'est ça, totalement. En tout cas, mon père, c'est ça. Ma mère, elle a tendance à plus me protéger, et vouloir m'aider plus. Mais mon père, lui, pour le coup, non, c'est vraiment, tu pourrais faire un effort, ou des choses comme ça, tu vois. D'accord. Quand est-ce qu'ils ont appris que t'avais cette maladie-là et comment ça s'est passé? En fait, j'étais donc un bébé vraiment comme les autres à la naissance. Et au moment de la marche, je tombais beaucoup, en fait. Enfin, mes parents me retrouvaient par terre. Du coup, ils disaient que c'était le chien qui m'avait fait tomber, ou alors j'avais trébuché. Enfin, tu vois, des conneries classiques, on va dire, chez les enfants. Jusqu'au jour où je suis tombée devant eux, comme ça, sans raison, on va dire. Et là, ils se sont dit qu'il y avait un problème. Enfin, ça pouvait pas durer, et ils pouvaient pas toujours trouver des excuses, puisque là, pour le coup, il y en avait pas. Et ils ont été consultés, et du coup, c'est à 18 mois que le verdict est tombé. J'ai fait une biopsie de peau et de muscles à la cuisse, et donc ils ont vu que j'avais une myopathie, mais c'est tout ce qu'ils savaient. Je savais pas le nom. En fait, j'étais classée comme maladie orpheline parce que maladie rare, tu vois. D'accord. Et quand est-ce que t'as appris quel type de myopathie c'était exactement? Je crois que c'était là vers 12 ans à peu près. J'ai refait une biopsie seulement de peau cette fois-ci, et ça a relancé, on va dire, un peu les recherches qui étaient tombées à l'abandon. Et là, ils ont trouvé donc le syndrome Ulrich. Et 2 ans après, ils nous ont rappelé pour dire qu'ils avaient trouvé, entre guillemets, la sous-catégorie. Donc là, le déficit en collagène 6. Ok, mais est-ce que ça change quelque chose pour toi de toute façon que ça soit telle ou telle myopathie? Pour moi, non. Enfin, honnêtement, ça change pas mon quotidien. Après, je trouve ça bien quand même de savoir, entre guillemets, contre quoi on se bat, tu vois. C'est la seule chose rationnelle, si je pourrais dire, qui est importante. Parce qu'après, telle ou telle maladie, au final, ma vie, elle a pas changé quand ils ont trouvé le diagnostic. Oui, voilà, c'est ça. Avec le diagnostic précis, venait pas un traitement. Non, pas du tout. À mon stade, c'est toujours une maladie orpheline, rare. Et du coup, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de cas dans le monde, même très peu d'ailleurs. Les recherches avancent, on va dire, mais c'est vraiment trop faible pour avoir un traitement, et même si je garde espoir, honnêtement, je pense pas que j'aurai la chance d'avoir un traitement en tout cas. D'accord. Toi, du coup, ta myopathie, donc la myopathie, ça affecte la capacité musculaire, mais finalement, elle ne t'enlève pas complètement une capacité de marche, comme ça peut être le cas chez une personne qui est en fauteuil roulant à cause d'un problème de nerfs au niveau de la colonne vertébrale, par exemple. Toi, c'est comme c'est les muscles et que tu as quand même un tout petit peu encore de capacité musculaire, tu as quand même une certaine mobilité et une possibilité de marcher, c'est ça? C'est ça, exactement. Je peux donc encore faire ça dans la mesure où mes muscles fonctionnent, et que je sens mes jambes et tout ça. Après, tu parles de colonne vertébrale. Du coup, moi, j'ai subi une arthrodèse en 2013, donc je dirais à la fin de la croissance, ou presque, à cause de la scoliose que j'avais. Donc la scoliose, c'est typiquement un symptôme en fait de la maladie, qui en plus est aggravé par le fait d'être en fauteuil, justement. Parce qu'en fauteuil, t'as une mauvaise posture, t'es mal assis, que tu le veuilles ou non, tu vois, c'est un peu inconscient. Et plus t'es assis, plus tu te tasses.
Ouais, donc c'est un cercle vicieux parce que puisque tu as de faibles capacités musculaires, ta colonne elle se tord et du coup tu dois être en fauteuil et le fait que tu sois en fauteuil ça empire le fait que ta colonne se torde. Exactement, et c'est exactement le mot que j'ai toujours employé, le cercle vicieux. T'as visé juste, c'est vraiment ça. Et je sais qu'on peut être opéré de l'arthrodèse, enfin de la colonne du coup, très tôt, mais dans mon cas, ils ont attendu, je pense, le plus possible que je finisse de grandir pour ne pas avoir à subir l'agrandissement des tiges. Parce qu'en gros, on te met des tiges de Harrington le long de la colonne pour la fixer du coup droite et que ça bouge plus. Les tiges de Harrington, c'est des tiges en métal? En titane. En titane, d'accord. Ouais, en titane, pour pas que ça rouille. D'accord, ouais, pardon. Non, t'inquiète pas. Mais bon, c'est le même principe en tout cas, hein, on va dire que c'est soudé quoi, c'est dur, ça bougera plus. D'accord. Bon, l'avantage c'est que quand je serai vieille, j'aurai pas le dos bossu, tu vois. Ouais. T'es maintenue en fait complètement droite avec des tiges qui tiennent ta colonne toute droite, c'est ça? C'est ça, totalement droite, et pour le coup, pour imaginer un peu, je peux pas faire le dos rond, je peux pas, tu vois, je peux pas trop me mouvoir. En gros, quand je bouge, c'est tout le tronc, c'est pas le haut du corps et ensuite les hanches, tu vois. C'est l'ensemble qui bouge. D'accord. Et cette arthrodèse, ce que tu m'expliquais, c'est qu'elle a affecté ta capacité à la marche également. Tout à fait, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est une opération très dure quand on a une maladie. Déjà de base, c'est compliqué, mais dans mon cas, ça a été très très difficile dans le sens où ça touche les muscles de la colonne qui sont censés tout tenir. J'ai vachement moins de, comment je pourrais dire, moins de force. Ça m'est difficile de porter tout le dos et j'ai l'impression que je suis encore plus lourde qu'avant au niveau du dos, tu vois. Je sais pas, en fait, j'arrive pas à l'expliquer parce que je sens pas que j'ai un truc dans le dos, je sens juste que je suis raide. Mais par exemple, c'est plus difficile de bouger mes jambes parce que j'ai l'impression de pas pouvoir me porter, tu vois. Oui, en fait, je m'imagine avoir 5 kilos dans la main avec une balle, par exemple. Une balle de 5 kilos, tu vois, j'arriverais à la bouger sans trop de difficulté. Alors que c'était une tige de 5 kilos, tout de suite, ce serait un petit peu plus difficile à mouvoir dans l'espace, tu vois. Je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais c'est ce que j'imagine quand tu me parles. Si, on peut comparer ça comme ça, tu vois, l'idée est la même quand, à partir du moment où tu tiens quelque chose, en fait, ton centre de gravité n'est plus le même. Et moi, du coup, à 17 ans, c'est ce qui a été le plus dur parce que j'ai tout dû réapprendre, tu vois, comme un bébé qui apprend ses premiers gestes de la vie. Donc, c'est un peu difficile, tu vois, à 17 ans, pas la fierté qui en prend un coup, tu vois, mais c'est pas évident à vivre. Et dans la mesure où déjà j'avais une chance sur deux de rester paralysée, tu vois, ça fait beaucoup. Ouais, ça a dû être lourd au-delà de l'aspect physique sur l'aspect émotionnel, quoi. Oui, tout à fait. C'était très très dur émotionnellement et normalement c'est l'adolescence, c'est là où tu profites. Enfin. T'as passé longtemps en centre de rééducation après cette opération? 1 mois, je dirais. Sachant que l'opération en elle-même, j'avais déjà fait 1 mois hospitalisé avec le halo crânien. Ça, c'est pour préparer l'arthrodèse. En gros, pour faire simple, c'est un cercle vissé au crâne. Donc quand je dis vissé, c'est pas non plus planté dans la tête, mais ça exerce des points de pression en fait sur le crâne pour tenir et ça tracte la colonne. Au bout t'as des poids. Donc moi on a été jusqu'à une dizaine de kilos pour assouplir la colonne. Donc ça a duré 1 mois. Ensuite j'ai eu l'opération, environ 15 jours en réa, 10 jours dans le couloir normal et ensuite 1 mois en centre. Oui, donc c'est très long. Donc là actuellement tu vas quoi, une fois par an faire une radio de contrôle? En théorie on va dire. Je suis pas vraiment le protocole, donc moins je vois les hôpitaux, mieux je me porte. Ouais. Mais en théorie, oui, c'est ça à peu près une fois par an le contrôle. Et la kiné, c'est à vie? Encore une fois, en théorie, oui. Moi, j'ai arrêté la kiné depuis environ 5 ans. Alors surtout, ne suivez pas mon exemple. Hein. J'ai juste arrêté parce qu'en fait, j'en avais marre, tout simplement. Au début, j'ai arrêté parce que au niveau des cours, ça devenait compliqué, tu vois, de lier les deux avec le bac et tout ça. Et puis le temps a passé, tu sais, j'ai grappillé un peu, c'est les vacances, aujourd'hui je peux pas, c'est ci, c'est ça, et au final j'ai vu que ça me dégradait pas plus que ça. Et dans la mesure où moi je fais encore des gestes quotidiens, tu vois, j'ai l'impression que ma kiné je la fais toute seule tous les jours. D'accord, donc pour que la maladie ne se dégrade pas, enfin en tout cas que ta capacité musculaire ne se dégrade pas, tu dois maintenir le peu de capacité musculaire que tu as, tu dois la maintenir par des exercices, et ça en fait tu le fais toute seule du coup, vu que tu vas pas chez le kiné.
Oui, voilà, déjà ne serait-ce que marcher. Bon, je fais pas les 100 pas, hein, mais me déplacer dans la maison, par exemple, à l'étage, c'est, je vais pas dire que c'est suffisant, mais ça entretient quand même les muscles. Je me laisse pas aller dans le sens où je suis pas en fauteuil toute la journée et on me porte pour aller au lit, tu vois. Non, je fais les gestes et du coup mes muscles sont en mouvement. Tu vois, la kiné, c'était vraiment pour justement faire ces mouvements-là, tu vois. D'accord. Toi, en fait, est-ce que tu as l'impression que tu vas au maximum de tes capacités à chaque fois, tous les jours, au niveau physique? Tout le temps. D'accord. Tout le temps. Je fais même plus à chaque fois que ce que je devrais ou ce que je pourrais. D'ailleurs, j'en paye les conséquences après, forcément. Hein. J'en fais toujours trop, en fait. Tu vois, une fois que je suis partie, quoi. Tu te surpasses, en fait, à chaque fois. Tous les jours. J'ai l'impression tous les jours. Et justement, c'est en ça que je te disais par rapport à mes parents, c'est en ça que j'ai l'impression que eux ne le voient pas, tu vois. Ils se disent que ce que tu fais, c'est la base, alors que toi, c'est déjà beaucoup plus que la base pour toi. C'est ça, exactement. Pour moi, c'est déjà tout. C'est déjà un effort. Et où tu la puises, cette force, et pourquoi tu te surpasses comme ça à chaque fois, tous les jours? Franchement, je sais pas du tout. Je t'avoue que moi-même, je m'étonne parfois. C'est pas du tout prétentieux, hein, mais je me dis que comment je fais, tu vois. Un petit corps comme ça fait autant d'efforts et comme je te dis, sur le coup, je m'en rends pas forcément compte. C'est quand j'ai mal après et que je me dis ouais, ok, t'as été trop loin. Mais je sais pas, en fait, c'est mon caractère. J'ai toujours besoin de faire au maximum, de faire tant que je peux, en fait. Ouais. Tu veux pas te laisser aller? Non, c'est ma crainte. Et je sais que si on se laisse aller, ça va très très vite. Pour en avoir déjà vu quelques effets lorsque j'ai été hospitalisée plusieurs fois, ça va trop vite et pour récupérer c'est très dur après. Donc D'accord. je veux plus avoir ce cercle vicieux aussi à nouveau dans ma vie, en fait. Ouais, tu veux surtout pas perdre encore plus de capacité musculaire, quoi. Non, c'est limite ma phobie, donc Ouais. donc du coup je me force, en fait. Et ta maladie, elle est pas dégénérative? C'est difficile à dire parce que chaque cas est assez particulier, tu vois. Je connais d'autres filles, deux filles notamment grâce à Instagram depuis 1 an, qui ont cette maladie, par exemple, et on n'est pas du tout pareil. Enfin, on n'a pas la même évolution. Et en fait, je pense que la maladie évolue à l'adolescence, mais je pense qu'après, à l'âge adulte, ça évolue vraiment très très peu. Et selon, du coup, les efforts que tu fais pour maintenir aussi ta capacité musculaire. Ouais, je pense que ça aide. Après, j'ai pas la science infuse et je sais pas si c'est vrai ou si, tu vois, des fois mentalement, tu te dis ça et ça t'aide. Donc, je sais pas le vrai du faux. Mais en tout cas, je suis convaincue que plus je fais les choses, plus ça va rester, en fait. D'accord, ouais. Et est-ce que tu peux me décrire exactement quelles sont tes capacités au niveau de la marche actuellement? Je marche dans la maison, à peu près, à l'étage, surtout. Parce que du coup, on monte pas mon fauteuil en haut. Mais ça s'arrête là, tu vois, dehors, je vais pas marcher. Oui, je vais faire un pas ou deux. T'as un ascenseur, du coup, chez toi? Comment tu fais pour monter le fauteuil? Oui, j'ai un monte-escalier, plutôt. Ah Enfin, oui, d'accord. Ok. ouais, parce que les escaliers, en fait, je peux les descendre, bizarrement, mais je peux pas les monter. En fait, j'ai pas la force de m'appuyer pour monter, tu vois, mais j'ai la force de me retenir pour descendre. Ok. Ton fauteuil reste en haut. En bas. En bas, d'accord. Donc Ouais. tu montes avec le monte-escalier et en haut, t'as jamais ton fauteuil. Tu fais tout à Jamais. pied, du coup. Voilà. D'accord. Bon, je vis pas dans un château, donc ça va. Mais de ma chambre à la salle de bain, par exemple, le couloir, enfin, c'est tout à fait faisable. Je prends mon temps, mais j'y arrive. Tu peux rester debout dans la douche, par exemple, debout Oui. devant le miroir. Voilà, exactement. Je peux rester debout. Après, parfois, je m'appuie un peu selon, tu vois, il y a des jours où c'est un peu plus dur que d'autres. Mais c'est tout. Je ne pouvais pas rester, par contre, 10 minutes sans appui debout. Ça, non. Après, dehors, je peux faire quelques pas, tu vois, par exemple, pour les transferts à la voiture. Le temps qu'on mette le fauteuil dans la voiture, par exemple, et qu'on m'aide à monter. Parce que pour le coup, du coup, je peux pas monter non plus seule. Comme j'ai la colonne bloquée, comme je te disais, tourner mes jambes, c'est un peu difficile, en fait. Comme il faut bouger tout le corps, en gros, je m'assois, il faut m'aider à tourner les jambes, tu vois. Donc, t'as besoin d'aide pour monter dans la voiture, pour descendre de la voiture et passer sur... Et par contre, une fois que t'es en dehors de la voiture, tu peux t'asseoir toute seule dans ton fauteuil. Voilà. Donc, tu ne peux pas sortir de chez toi toute seule. Non. Tu dois toujours être accompagnée. Bah, accompagnée jusqu'à la voiture, en tout cas. Après, je l'ai pas dit, mais j'ai le permis. Du coup, me déplacer après en voiture, c'est pas le problème à partir du moment où j'ai quelqu'un à l'arrivée aussi, tu vois. D'accord. Il faut quelqu'un au point A et au point B, en fait. Oui. Et t'as pas de difficulté pour conduire? Non.
Et tu conduis par contre que des voitures automatiques? Oui, j'ai passé le permis sur une voiture automatique. Je peux pas en fait l'embrayage. Pour le coup, ce serait trop dur. Mais t'as pas une voiture avec toutes les commandes au niveau des bras, quoi. Tu peux quand même, avec tes pieds, accélérer et freiner, quoi. Ouais, et je trouve justement que c'est mieux pour moi de répartir entre guillemets les efforts. Tu vois, de pas tout avoir au bras et enfin ce qui me demanderait beaucoup d'efforts sur le haut du corps. Et je pense pour le coup ça me fatiguerait. Après, j'ai jamais essayé, donc je ne sais pas encore une fois. Mais je préfère répartir les tâches. Oui, parce que t'as aussi un affaiblissement des muscles au niveau des bras, c'est pas que les jambes. Voilà, c'est égal, bras et jambes, c'est un peu, c'est plus ou moins pareil. D'accord. Et pour revenir du coup un petit peu en arrière, à quel âge t'as été amenée à avoir un premier fauteuil? Alors du coup, moi j'ai eu un fauteuil, mon premier fauteuil à 6 ans, en primaire. Un petit fauteuil rose, très mignon, électrique du coup. C'est pour me faciliter, en gros, mon autonomie, tu vois, parce qu'avant, j'étais dans la poussette, mais au bout d'un moment, c'est un peu contraignant. D'accord. Du coup, j'ai pris ce fauteuil, et par la suite, j'ai eu un fauteuil manuel aussi. Mais ça, c'était plus pour le côté pratique avec mes parents. Parce que bon, le fauteuil électrique, ça pèse un certain poids. Et du coup, dans la voiture, c'est un peu... Enfin, je sais que ma mère, elle a toujours eu du mal, tu vois. D'accord. Donc, c'était plus pratique au niveau des déplacements d'être avec le fauteuil manuel. Oui, voilà, ça, ce qui pèse à peu près le poids d'une poussette finalement. Du coup, c'était un peu plus facile pour ma mère à faire les déplacements, puis aussi pour les voitures, parce que qui dit fauteuil électrique, dit forcément monospace. Ah, d'accord. Il peut pas se plier le fauteuil électrique? Ah non, pas du tout. Non. Le petit, je sais pas combien il pesait, mais ensuite, au collège, j'en ai eu un très gros qui pesait 100 kilos, tu vois. Donc c'est un peu compliqué pour les déplacements. Et ensuite, bon, en plus, je voudrais pas dire à l'époque, parce que je suis pas si vieille que ça, mais maintenant, c'est beaucoup... il y a beaucoup d'avancées et dans le sens où mon handicap ne nécessite pas un fauteuil hyper, tu vois, verticalisateur ou avec des options pour me bouger. J'ai un fauteuil manuel où on rajoute le moteur en fait. Ça va dans plus ou moins toutes les voitures. C'est moins lourd, ça doit peser peut-être 20 kilos au total une fois que c'est construit. Et du coup, c'est détachable. D'accord. Ah oui, ce qui permet de pouvoir plier le fauteuil et poser à côté la partie électrique, quoi. C'est ça. Tu vois, dans la maison, moi, j'ai que le fauteuil manuel, par exemple. Oui, et quand t'es avec le fauteuil manuel, par exemple à l'extérieur, est-ce que tu peux toi-même te déplacer avec tes bras? Non, voilà, pour le coup, il faut même pousser. Te pousser ou alors mettre la partie électrique. Voilà, exactement. C'est ça en fait. C'est soit tu me pousses, soit j'ai le moteur. Après, ça dépend de mes sorties aussi. Par exemple, quand je sors avec mes amis, on prend pas le moteur parce que dans leur voiture, c'est pas non plus. Enfin, il faut savoir le construire le truc. C'est pas, ça s'enclenche pas comme ça facilement. Donc pour un côté pratique, je suis toujours en manuel. Après l'électrique, tu vois, c'est pour les grosses sorties, les balades, ou alors les après-midi. D'accord. Est-ce que tu limites tes sorties du fait d'être en fauteuil ou pas? Non, pas du tout. Après, évidemment, si je suis fatiguée, je vais dire stop, mais je suis toujours partante. Et tes amis sont toujours partants pour pousser le fauteuil ou pour t'accompagner et ça limite pas tes interactions sociales, quoi. Non, pas du tout, ils adorent. Enfin, ils adorent. Ils en foutent complètement. Honnêtement, j'ai jamais ressenti ça, en tout cas. Pour eux, je suis même pas sûre qu'ils voient que j'ai un fauteuil. Enfin, ils se disent pas, ah ouais, merde, elle est en fauteuil, il faut la pousser. Non, pas du tout. C'est devenu un automatisme, en fait. C'est Audrey et le fauteuil et pas que Audrey, tu vois. Et tous tes amis sont valides. T'as aucun ami qui est en fauteuil, hein, il me semble. C'est ce que tu m'avais dit la dernière fois. Ouais. Bon après, j'ai des amis pas dans le coin. J'en ai 2 qui ont des fauteuils roulants. Pas pareil pour ne pas se fatiguer. Mais on va dire les gens avec qui je sors constamment ne sont pas du tout handicapés. Enfin, ils sont valides totalement. On va dire que je suis comme tout le monde et j'ai juste des difficultés, donc on s'adapte. Mais je me sens pas l'aller dans des groupes, par exemple, de fauteuils roulants ou je sais pas, ou une famille fauteuil, tu vois, c'est pas ce que j'aime. Après j'ai rien contre eux, évidemment, ça serait malvenu de ma part de juger, mais en fait j'ai tellement d'empathie que je crois que je me ferais mal au cœur toute seule. Tu vois, je me rendrais triste, ça va me plomber le moral en fait. C'est fou parce que du coup, t'aurais de l'empathie pour des personnes qui vivent la même chose que toi,
au-delà de ce que toi tu vis en fait. Ah mais totalement. Tu trouves ça plus triste chez les autres que chez toi? Ouais, totalement. Et je sais pas pourquoi, hein, parce qu'au final, moi aussi parfois c'est triste. Enfin avec moi, tu vois, je me dis c'est comme ça et voilà. Mais pour les autres, j'aurais tendance à dire les pauvres, franchement, tu vois. Et est-ce qu'il y a des personnes avec toi où tu ressens qu'ils se disent la pauvre justement? J'espère pas. J'espère pas. Après, si ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des parents me disant la pauvre, mais quoique si en fait, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça, mais c'est surtout quand je sors en boîte, tu vois, aux toilettes, les réunions de filles, j'arrive et c'est par exemple, ouais, t'as trop de courage d'être ici, je sais pas comment tu fais, force à toi. Mais en fait, je suis comme toi, tu vois. C'est pas une question de force, c'est juste j'ai envie, donc je profite en fait. Ouais. T'aimes pas ce genre de commentaires empreints d'empathie ou alors, pour le dire différemment, de pitié. Et c'est drôle parce que tu te places du coup dans la position de celle qui reçoit cette empathie et ça te plaît pas, mais t'es aussi capable de te placer dans la position de celle qui ressentirait de l'empathie pour quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est rigolo en fait, ce dédoublement un peu. C'est très bizarre. C'est vrai que je m'en rendais pas forcément compte. Maintenant que tu me le dis, c'est un peu bizarre effectivement, mais je déteste qu'on ait pitié de moi. Alors oui, qu'on ait un peu d'empathie dans le sens où qu'on me comprenne quand ça va pas et non pas ouais c'est bon, fais un effort. Mais non, les réflexions je peux pas. Ouais, tu veux pas qu'on s'apitoie sur ton sort, quoi. Tu veux pas qu'on te regarde comme une petite chose fragile. C'est ça. Parce que déjà que je suis, comme je te disais, très fine et petite, j'ai l'impression déjà de faire 12 ans. Donc si c'est pour qu'on me dise oh la pauvre petite, non, c'est bon, genre ok je suis petite mais j'en impose, tu vois. Ouais. Tu compenses avec ton caractère en fait. Ah ouais, vraiment. Hein. Et quand tu sors du coup en boîte de nuit, est-ce que tu danses? Oui, carrément, des déhanchés, tout ça. Du coup, tu te lèves pour danser ou tu danses depuis le fauteuil? Les deux. Je suis debout, mais le fauteuil n'est pas loin. Au cas où, tu vois, je peux m'appuyer un peu dessus. Mais non, je fais les deux. Et t'en profites quoi en fait, comme n'importe qui. Franchement, ouais, comme n'importe qui. Évidemment, les gens font même pas la différence. Enfin, oui, ils voient que je suis assise, mais hormis ça, quand je suis debout, je pense que quand ils passent, ils disent pas ah ouais, elle a un fauteuil roulant. D'accord. Donc, ce que tu me dis, c'est que le fauteuil limite pas, en tout cas, tes envies de sortie, mais est-ce que, au niveau pratique, matériel, ça limite certaines choses, notamment, enfin, ma question se tourne vers l'accessibilité. Même si toi, t'as envie et t'as la volonté, je l'ai bien compris, d'aller partout et de faire tout comme une personne qui serait valide, j'imagine que tu rencontres parfois des obstacles à pouvoir justement exercer cette liberté que tu as envie de prendre? Honnêtement, oui. Tu vois, c'est ces moments-là qui me rendent handicapée, en fait. Quand je peux pas faire les choses parce que c'est pas adapté. C'est à ce moment-là que je me dis, ouais, ça fait chier. Clairement, je mâche pas mes mots, mais c'est ce qui me rend handicapée pour le coup. Et oui, l'accessibilité en France, faut dire ce qui est, n'est pas encore au point et c'est vraiment très compliqué. Surtout dans la capitale, pourtant qui devrait donc être accessible quand même. Pour moi, ça me paraît très normal. Mais après, oui, t'as beaucoup de boutiques où il y a des escaliers, enfin ne serait-ce qu'une ou deux marches, même un bar, bah c'est pas possible. Du coup, c'est vraiment ça qui me gêne le plus, de faire face à des difficultés. Ça m'énerve en fait. On peut toujours s'adapter dans le sens où on peut me porter, on peut porter le fauteuil. Mais moi, je déteste ça. Enfin, une fois ou deux, ça me dérange pas, mais je suis pas à l'aise en fait, pas du tout. Ouais, tu devrais pas en fait avoir à supporter ça, à être confronté à un établissement où tu veux rentrer ou un moyen de transport ou quoi ou qu'est-ce, et te dire ben là ça va devoir être compliqué, je vais devoir souffrir, souffler, qu'on me porte, qu'on machin, et je peux pas juste rentrer dans l'établissement comme tout le monde quoi. Mais c'est ça en fait. Pour moi, c'est vraiment une corvée. Enfin, c'est comme tu l'as dit, c'est compliqué émotionnellement, on va dire. Et j'aimerais me dire, en fait, dans ma tête, c'est plus si j'étais toute seule, comment je ferais. Tu vois, je devrais pouvoir y aller seule. Donc, à partir de là, si c'est pas possible, et ben, c'est que ça va pas. Et ça, c'est très fréquent. Honnêtement, oui, beaucoup plus que ce qu'on imagine et ce que moi-même je l'imaginais. Malheureusement, il y a que quand on est concerné qu'on s'en rend compte, je pense. Et c'est pour ça que c'est pas accessible autant en France. Du moins, je parle en France parce que j'ai fait l'expérience dans d'autres pays, notamment à Londres, qui est totalement mais accessible à 100%. Et vraiment, mais c'est chapeau à eux, vraiment.
Ça change ta vie, en fait, sur le coup, une journée à Londres ou une journée à Paris? Ah oui, rien à voir. Absolument rien à voir. À Paris, hormis prendre le bus, qui n'est pas toujours accessible, les pavés dans Paris, les marches dans Paris, les portes des bâtiments haussmanniens, c'est pas possible. Donc tu peux pas prendre le métro? Non, du tout. Alors qu'à Londres, tu peux tout faire. À Londres, toutes les stations sont adaptées, tous les bus sont adaptés, tous les trottoirs sont immenses. Oui, parce que il y a aussi des endroits où il y a des toutes petites rues avec des tout petits trottoirs et même pas de, je sais pas comment on appelle ça, de petites descentes là de trottoirs pour pouvoir aborder le trottoir. Oui, c'est ça, les bateaux, on va dire. Non, souvent il y en a pas. Et très très fréquemment, je suis obligée d'être sur la route dans ces rues-là, tu vois, et c'est dangereux. C'est très dangereux même finalement. Là, pour le coup, l'accessibilité en France, moi je dis ça va pas du tout. Et des fois, ça pourrait être, c'est tout bête, mais une petite rampe, bah ça faciliterait tellement de gens. En fait, pour moi, je me dis que dans le sens où je suis concernée, je me rends plus facilement compte. Je me dis que les adaptations ne coûtent pas forcément des milliers et des cents. En Corse, par exemple, tu vois, chaque petite boutique a une petite rampe. Ou alors, pas forcément tout le temps, mais ils viennent l'installer, tu vois. Et c'est un détail, mais qui fait toute la différence. Ah, ils ont des rampes mobiles, en fait, qu'ils installent quand ils te voient arriver pour que tu puisses rentrer. D'accord. Ah, c'est bien ça, exactement. Je connaissais pas. Et je me dis qu'en fait, c'est rien et tout le monde pourrait le faire. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et quand tu dis que les gens ne se rendent pas compte, en fait, quand ils sont pas concernés, ça me fait penser à un petit coup de gueule que tu as poussé récemment sur Instagram à propos des places de parking pour handicapés. Tu as essayé de sensibiliser un petit peu à ça en disant mais en fait c'est pas une blague, on a vraiment besoin de cet espace-là. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Effectivement, en fait, pour y avoir été confrontée beaucoup de fois, c'est pas comme si les places bleues étaient à foison. Du coup, c'est un peu, c'est souvent même dur d'avoir une place et souvent ne sont pas respectés par des personnes qui en ont besoin. Et en fait, parce que ces gens-là, du moins après, ça reste mon avis, hein, je parle pas au nom de tout le monde, mais ne sont pas concernés et se rendent pas compte que même se garer 5 minutes sur cette place, bah nous, ça nous pose problème. C'est pas du tout un privilège. Ces places-là sont là pour nous faciliter la vie parce qu'elles sont plus larges, parce que ça nous permet de descendre le fauteuil, d'ouvrir les portes en grand. En fait, c'est des détails, mais qui nous sont indispensables. Par exemple, plusieurs fois d'ailleurs, je me gare pas toujours sur les places bleues, hein. Si c'est des places en créneau, bah ça pour le coup, tu vois, je suis pas obligée d'avoir une place si grande. Admettons, si je suis la dernière, bah je peux ouvrir le coffre, donc ça me pose pas de problème. Mais si c'est au milieu, bah je peux pas sortir le fauteuil. Et souvent, il y en a qui me collent au cul. C'est impossible, tu vois. Et les gens se rendent pas compte en fait. Du coup, je voulais sensibiliser parce que je sais que même des amis à moi l'ont déjà fait. Mais si tout le monde pense que 2 minutes, bah, c'est pas grave, bah on s'en sort pas en fait. Ouais. Et ça t'arrive souvent, toi, d'arriver pour te garer et que les places bleues soient prises, quoi? Ah, tout le temps. C'est pas 100% du temps, mais c'est bien plus que la moitié. Hein. Ouais. Et c'est pareil pour les toilettes handicapées? Faudrait-il qu'il y en a encore beaucoup? Il y en a pas souvent. Je t'avoue, bon maintenant de plus en plus dans les grands centres commerciaux par exemple. Mais oui, à chaque fois. Et je dirais même encore plus les toilettes d'ailleurs. Ouais, moi j'avoue que les places bleues, moi je m'y gare jamais, je m'y suis jamais garée, mais j'avoue que ça m'est arrivé de prendre les toilettes pour handicapés en me disant bah là je vois personne qui en a besoin donc je vais l'utiliser, tu vois. Et en fait ça se trouve je me rends pas compte mais pendant que j'étais dans les toilettes, bah il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a vu que le toilette était occupé, du coup qui est allé ailleurs et je lui ai piqué sa place quoi. Cette personne aurait pu être moi. Ouais, je suis désolée, je le ferai plus. Le principal c'est que tu t'en rendes compte, tu vois finalement. Parce que c'est ce que je me suis dit qu'en parlant, bah peut-être que ça changerait un peu les choses, j'espère. Du moins avoir des prises de conscience parce que oui, pour le coup, j'ai souvenir d'avoir été dans les centres commerciaux, le toilette était pris, alors soit j'attends, sauf que généralement ces gens-là mettent 3 plombes, du coup, je prends le toilette qui est à côté, mais mon fauteuil doit rester dehors, tu vois. Bah, c'est un peu la galère, je veux dire, j'aimerais rentrer, faire pipi et voilà, tu vois. Ou alors j'attends, ils sortent, et là c'est mal me connaître avec mon œil très aimable. Je leur fais comprendre qu'ils ne sont pas à leur place, et ils me disent souvent, bah il y avait personne, voilà, il y avait personne. Ouais, ou alors ils s'en foutent, mais clairement ils s'en foutent en fait. Des fois ils passent et ils disent même pas pardon, tu vois. Ah bon? Mais oui, tu serais étonné vraiment. Il faudrait que tu passes une semaine avec moi, tu te dirais mais c'est incroyable.
Et souvent, c'est même, moi, je fais plus trop attention, tu vois. Mais c'est mes amis qui eux, pètent des câbles, en fait. Plus que moi, limite. Ouais. Donc ça m'amène à ma question sur les autres, sur les gens dans la rue. Est-ce que tu as des regards ou des commentaires ou des réflexions qui sont désagréables de la part des gens que tu connais pas dans la rue? Alors, je dirais plus les regards, ouais, les regards insistants. Il y en a énormément. Moi, je fais plus trop attention, mais c'est souvent ceux qui m'accompagnent qui voient et qui ont envie d'aller leur faire la réflexion. Mais oui, ça arrive très souvent. Après, les enfants, tu vois, je leur en veux pas. Je veux dire, ils sont insouciants, ils savent pas ce que c'est, ils sont curieux. Enfin, c'est pas, tu vois, ils vont pas dire, regarde la fille avec la poussette, par exemple, parce qu'ils savent pas ce que c'est. Donc, si les parents sont censés, ils vont leur expliquer. Et je l'entends souvent, hein, ou alors, t'as les parents qui disent, chut, c'est bon, il faut pas dire ça. Tu vois, enfin, et limite, ça me saoule encore plus que. Bah oui. Et moi, j'aimerais leur dire, mais c'est juste que je peux pas marcher. C'est pas grave, tu vois. C'est pas dramatique, mais au final, c'est les adultes qui sont les plus horribles, en fait. Et c'est malheureux à dire. Et ça, tu le vis comment? Mieux, on va dire, parce que j'ai pris du recul, j'ai grandi. En fait, je peux pas me passer mon temps à faire ça, c'est user trop d'énergie que de reprendre les gens, non, vraiment, oui, ça m'arrive quelquefois, mais non, la plupart du temps, je dis rien, ou alors je les regarde comme ils me regardent, et voilà. T'as été en fauteuil du coup pendant ton adolescence. Tu m'avais dit la dernière fois que pendant ton collège, ça s'était très bien passé, que t'avais eu aucune réflexion malveillante de la part des élèves de ton collège, et qu'en revanche au lycée ça avait été compliqué. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé du coup au lycée? Oui, alors en fait, c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment trop de soucis, à part en seconde où c'était un peu compliqué parce que j'ai subi une forme de harcèlement par tu vois, le groupe d'élèves qui veut se faire bien voir, mais c'est pas que moi j'étais pas que la cible, tu vois, ils insultaient un peu tout le monde qui passait et qui leur plaisait pas, mais j'étais la cible facile forcément. Mais bon, ça a duré à peine un an. Après, tout s'est bien passé jusqu'à ce que je retourne dans un autre lycée pour faire mon BTS, et là j'ai jamais vu. J'ai subi à nouveau une forme de harcèlement par mes profs, donc pas tous heureusement, au moins 2, et quelques personnes de ma classe aussi. C'est pas forcément le harcèlement pur et dur avec les insultes faciles, on va dire, mais c'est des comportements qui font que c'est très très lourd à vivre, et pour preuve, j'en ai même fait une dépression suite à tout ça. J'arrivais plus à aller au lycée, je faisais des crises d'angoisse à l'idée qu'on me traite comme ça, enfin qu'on me traite pas par la parole, hein, mais par les actes. Qu'on te réservait, quoi. Ouais. C'est ça. J'avais peur vraiment, et pourtant j'avais plus d'1 ans, tu vois. En fait, ils me prenaient pour un bébé, et c'était des remarques constantes, déplacées, et en fait, je voulais juste être considérée comme tout le monde, et qu'on m'attrape devant tout le monde à me dire, j'ai plus les termes exacts, mais on me dise, j'ai poussé toutes les tables autour de toi pour que tu te mettes au premier rang. Mais non, en fait, laissez-moi vivre. Si j'ai envie de me mettre au dernier rang, je me mets au dernier rang, en fait. En fait, on pointait le doigt sur toi en permanence comme la fille en fauteuil roulant, quoi. Tout le temps, mais constamment. Alors après, je peux pas non plus dire que c'était forcément méchant, mais quand t'expliques 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, c'est de la mauvaise volonté. Ouais, tu veux bien croire qu'au début ils avaient de bonnes intentions, mais au bout d'un moment, effectivement, si tu leur as dit que c'était pas comme ça que tu voulais qu'on te traite et qu'ils ont continué, ouais. Puis c'est surtout que ça n'a jamais été, j'ai jamais fonctionné comme ça, tu vois. J'arrive, je suis comme tout le monde, tu me pointes pas du doigt comme ça, en fait. Non, ça c'est pas possible. Et j'ai vécu aussi une expérience très déplacée. En fait, au BTS Tourisme, on a des missions à faire. Et moi, ma prof m'a placée donc à une soirée dans un théâtre. Je devais faire l'accueil. Donc livrée à moi-même, je me retrouve en plein centre-ville, sur une rue pavée. Donc déjà, ça commençait très bien. Donc vraiment, parce que les places n'étaient pas du tout adaptées pour moi. Heureusement, j'avais une camarade de classe qui était posée avec moi sur cette mission, qui est venue m'aider, du coup, parce que le prof n'était pas là, qui m'a poussé tant bien que mal dans les pavés jusqu'au théâtre, et on s'est retrouvés devant le théâtre avec des escaliers. Sauf que forcément, c'est pas ma copine qui allait me porter, puisque c'était une petite gringalette comme moi. Je me suis retrouvée à me faire porter par des gens qui venaient voir le spectacle que moi je devais réceptionner à la base, tu vois. Mais c'est pas tout. Je rentre chez moi, le week-end se passe, et le lundi matin, la prof a le culot de venir me voir et me dire ça s'est bien passé, tu sais, avec le regard un peu hypocrite. Et je dis vous imaginez bien que non, vu l'emplacement et la structure. Et là, elle me répond bienvenue dans le monde du travail.
C'est pas possible. Comment te dire que je l'ai envoyé balader, mais comme jamais. Parce qu'en plus, je lui ai dit, je suis une personne sensée, donc je ne vais pas postuler dans les endroits où je ne peux pas aller. C'est juste du bon sens, en fait. Et surtout que la semaine d'avant et la semaine d'après, ma mission à moi, c'était dans des locaux totalement adaptés, tu vois, un hôtel de plein pied, où il fallait être réceptionniste, mais la porte d'entrée est totalement accessible. Enfin, c'est plat, le parking est devant l'hôtel. Donc, je veux dire, c'était une question de bon sens de me dire, écoute, là, ça va être un peu compliqué pour toi. Je te propose la semaine prochaine. Mais non, bienvenue dans le monde du travail. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment très, très dur à vivre. En fait, c'est te ramener à ta condition de, enfin, te mettre face au visage le fait que tu es handicapé. En fait, ton handicap, alors qu'elle pourrait, alors que comme tu le dis, il y a plein de structures dans lesquelles tu es en capacité de travailler sans que le handicap soit le centre, enfin, du problème. Tu pourrais avoir des problèmes au travail comme tout le monde, avec ton supérieur hiérarchique, avec tes collègues, etc. Et là, elle t'a mis face à face à ton handicap dans la situation la plus difficile qu'il soit, quoi. C'est lamentable. Exactement. C'est ça, en fait. Et je me dis, mais comment on peut être, enfin, c'est malsain, en fait, vraiment. Je comprends pas qu'on puisse se faire subir ça aux gens. C'était juste une question de bon sens, en fait. Et je leur en ai tellement voulu, j'étais si mal à l'aise devant tout le monde, c'est pas évident, tu vois. Et je voulais te demander aussi comment ça se passe la vie amoureuse quand on est en fauteuil roulant. Est-ce que c'est facile de se dire je vais séduire ou me laisser séduire ou pas? Alors honnêtement, ça n'a pas toujours été facile. Je me suis moi-même restreint, on va dire, très très longtemps. Je dirais d'ailleurs jusqu'à l'opération en fait du dos, parce que j'étais très très complexée et déjà que j'arrivais pas moi à me voir, il était absolument hors de question que quelqu'un me touche ou me voit, tu vois, sans mes vêtements, sans ou même ne serait-ce que me toucher, tu vois, sur le t-shirt, qu'on puisse voir que mon dos n'était pas droit, tu vois, par exemple. Et ça, c'était absolument hors de question pour moi. Du coup, on va dire que je flirtais, mais ça n'allait pas plus loin du tout. Ensuite, donc, j'ai eu l'opération. Ça m'a fait beaucoup de bien, quand même, à ce niveau-là, puisque, forcément, j'avais plus le dos comme avant. Donc, c'était ça ton principal complexe, c'était le dos? Ouais, honnêtement, ouais. C'était vraiment, le centre de mes yeux, quoi. Je voyais que ça. Par la suite, j'ai fait, donc, une augmentation mammaire en 2017. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a aidé à me sentir femme. Non pas qu'avant, tu vois, entre l'opération du dos et cette opération-là, je dirais que j'allais mieux quand même. Je me laissais un peu porter, mais en fait, dans ma tête, c'était je voulais pas imposer le handicap à quelqu'un et être un poids, tu vois. D'accord. Et ensuite, donc j'ai fait cette opération qui m'a nettement changé la vie. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Donc je m'accepte pas à 100%, mais je me suis rendu compte que s'accepter, c'était pouvoir laisser quelqu'un entrer dans sa vie, tu vois. Et ça m'a vraiment aidée. Et puis après, donc j'ai eu vraiment mon premier copain, une vraie relation, et j'ai vu qu'en fait c'était possible, que j'étais pas forcément un poids pour quelqu'un, que je me faisais tout un monde pour des choses qui n'en valaient pas la peine, mais moi j'étais tellement complexée que ça se contrôle pas, tu vois. Et puis voilà, du coup je me suis laissée porter, et je me suis dit que ok, j'avais le droit aussi d'être aimée. C'était très compliqué, mais pour la première fois de ma vie, je me sentais belle en fait, sans me dire ouais, c'est juste un flirt comme ça, c'est juste je sais pas, tu vois, les arrière-pensées, c'est après t'as l'âge aussi qui veut ça. Mais ouais, ça a été mon déclic en tout cas. D'accord. Et ce que tu dis par rapport à l'augmentation mammaire, ça fait écho à l'épisode précédent du coup avec Amélie. Amélie, comme toi, vous exprimez le fait que en fait ça a changé le regard que vous aviez sur vous-même et ça vous a permis de vous libérer de quelque chose. En fait, je pense que ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est l'acceptation de soi. Je parle de l'augmentation mammaire parce que ça a été on va dire le plus gros truc qui m'a aidé à m'accepter physiquement. Mais après j'ai entre-temps, avant ça quand même, j'ai fait des tatouages, tu vois, je me suis créé mon identité. J'ai trouvé qui j'étais et je me suis acceptée mieux, donc que ce soit par des tatouages, par des chirurgies esthétiques, un look, un style vestimentaire, parce que pareil, j'adore la mode
Et je me dis que quitte à être remarquée, ben, tu vois, qu'on me remarque par mon fauteuil, j'ai envie aussi d'être remarquée par mes vêtements et qu'on me dise, ah, j'adore comment elle est habillée ou trop beau son sac ou tu vois, enfin, je sais pas. C'est toutes ces petites choses-là qui font que, bah, ça aide vachement, à se sentir bien et si toi tu te sens bien, alors tu peux recevoir, de l'amour et je pense que c'est pareil en amitié. À partir du moment où tu t'acceptes toi, bah, t'es prêt à laisser les gens dans ta vie. Rentrer dans ta vie, pardon. Ouais. Et toi, tu es dans une situation où la maladie a pris une partie de ton aspect physique et du coup, tu reprends le contrôle quelque part sur cet aspect physique de par les tatouages, ton style vestimentaire affirmé, cette opération. Tu t'appropries en fait ton corps qui, quelque part, t'a un peu été volé par la maladie. Exactement, mais c'est tout à fait ça en fait. J'ai l'impression de pas avoir le corps qui me correspond. Je me dis que ouais, je peux améliorer ou faire changer les choses. Du moins, je dis améliorer parce que pour certaines personnes, c'est un peu le gâcher d'ailleurs. Mais moi, je vois les choses comme ça et en fait, vraiment, j'en ai besoin pour me sentir bien. Et c'est vraiment important. Ça t'aide à t'accepter, ouais. Vraiment. Et ce que tu disais par rapport au fait que tu voulais pas imposer du coup le handicap à un compagnon de vie, c'est fort quand tu dis ça et le fait que tu te sois rendu compte qu'en fait bah, chacun vient avec son lot d'emmerdes et toi c'est ça et d'autres ce sera autre chose, des parents toxiques, un ex toxique, enfin tu vois un truc et en fait ouais, simplement laisser la personne que tu as en face faire le choix de t'accepter avec tout le package qui que ça implique ou pas quoi et ne pas enfin tu vois c'est à la personne qui est en face de décider si elle veut prendre tout ça ou pas et toi d'après ce que tu dis c'est toi tu repoussais les personnes qui te sollicitaient parce que tu voulais pas leur imposer ça et en fait tu leur laissais pas le choix quoi. C'est vrai, c'est exactement ça. Je veux pas dire que j'ai eu toujours l'occasion d'avoir des fréquentations, mais je les ai tous repoussés ou alors tu vois ça commençait et quand ça devenait un peu sérieux, moi je stoppais tout parce que je voulais pas. Alors qu'au final si la personne était là, j'imagine que c'est parce qu'il le voulait, tu vois. C'était pas que des arrière-pensées horribles et j'arrivais pas à le voir en fait. Parce que je me suis dit, tu vois, entre guillemets, me prendre, c'est, comme tu l'as bien dit, prendre le package et tout ce qui va avec. Alors, peut-être que certains n'en ont pas conscience, mais tu vois, c'est ça découle sur beaucoup de choses, comme la vie de famille, comme les rendez-vous médicaux que je peux avoir, comme des jours où je vais pas forcément être bien, ou alors il va falloir m'aider. Enfin, c'est beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération et même si au final, j'imagine que tout couple a ses problèmes, ses affaires à gérer, on va dire. Moi, je le voyais pas, en fait. Je pensais que j'étais vraiment un gros boulet, quoi, clairement. Ouais. Et ça, c'est plus le cas. Non. Je dirais pas à 100%, encore une fois, mais ça va beaucoup mieux. Maintenant, j'ai plus du tout peur. Enfin, je me dis, ok, genre, bah, pourquoi pas. Ouais. Bah, c'est chouette. Je suis contente de l'entendre. Je veux dire que c'est un grand pas dans ma vie, en tout cas. Et il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le sujet du chien d'assistance. Oui. Donc toi, tu as eu, à 12 ans, tu as eu un chien d'assistance, donc qui t'a accompagné jusqu'à très récemment. C'était une chienne qui vient de décéder. Ouais. Et est-ce que tu peux me dire comment tu as connu le concept du chien d'assistance? Comment ça s'est passé, toi, toutes ces années avec ta chienne et en quoi elle t'aidait, en fait, dans la vie au quotidien? Oui, alors, bon, ben là, on rentre au sujet sensible, hein, forcément. Baila, elle s'appelait. J'ai connu Andy Chien en allant au salon autonomique à Paris. Tu sais, c'est là où on rencontre les entreprises qui font des fauteuils, qui font des aménagements de maisons, enfin, tous les trucs liés au handicap. Et il y avait le stand Andy Chien, que je ne connaissais pas du tout. C'est une association. Et bon, à 12 ans, forcément, quand moi j'ai vu les chiens, je me suis dit, ok, j'en veux un, mais sans vraiment trop savoir ce que ça allait au final changer dans ma vie.
j'ai surtout vu la petite boule de poil, tu vois. Et ensuite, donc, j'ai eu Bayla très rapidement. Et elle a changé ma vie. Vraiment, elle a changé ma vie sur l'aspect physique. Elle ramassait les objets pour moi. Elle aboyait en cas de besoin si j'étais tombée ou si j'avais besoin d'aide. Elle ouvrait les portes. Tellement de choses, en fait, qui étaient devenues nos habitudes que j'ai du mal à expliquer ce qu'elle faisait vraiment parce que c'était devenu notre quotidien, tu vois. C'était le prolongement de mon corps, mon âme sœur. Et elle est partie donc le 7 janvier dernier. Et c'est très très dur sans elle maintenant. J'ai perdu la moitié de moi-même en fait. Donc c'est un soutien physique qui est incontestable. C'est d'ailleurs, j'imagine, tout le but à l'origine de cette association. Mais au-delà de ça, c'est ton compagnon de vie dans cette vie qui est plus difficile qu'une vie de personne valide. C'est le soutien émotionnel et affectif qu'elle t'apportait vont même encore au-delà du soutien matériel, j'imagine. Oui, bien sûr. Moralement, c'est une aide considérable aussi. Hein. Moi, avec elle, je faisais pas du tout d'angoisse. Hein. Nettement moins, en tout cas. Ou alors, quand je faisais des angoisses, elle m'apaisait. Et puis, aussi socialement, tu vois, moi, à 13 ans, c'est vrai que le fauteuil, c'était vraiment compliqué. Le regard des autres, tout ça, quand t'es à l'adolescence, c'est un peu dur. Mais du coup, avec Bayla, j'étais plus la fille en fauteuil, en fait. J'étais la fille avec son chien. Et ça aide vraiment à créer un dialogue. Et du coup, ça aide énormément. Tu vois, on venait me dire, elle est belle, elle a quel âge, elle s'appelle comment, enfin, des trucs tout bêtes qui enclenchent une conversation et qui cassent un peu cette barrière avec le handicap, tu vois. Alors qu'avant, c'était, on me regardait de loin et c'était, regarde, elle est en fauteuil roulant, la pauvre, elle me fait la peine, tu vois, des choses comme ça. Et c'est aussi en ça que Bayla a changé ma vie, vraiment. Ouais, ça t'a aidé aussi à t'assumer dans l'espace public avec ton fauteuil et ton chien. Exactement. C'est vrai que bon, maintenant à l'heure d'aujourd'hui, le fauteuil pour moi n'est plus un problème, mais peut l'être pour les autres finalement. Et ça casse vraiment cette barrière d'avoir eu Bayla à mes côtés. Celle-là, ça m'a beaucoup aidé, même encore jusqu'à dernièrement finalement. Ouais. Et est-ce que tu peux m'expliquer donc c'est des chiens qui sont formés pendant, c'est ce que tu m'avais expliqué en fait la dernière fois, donc c'est pour ça que je me permets de le dire moi-même. C'est des chiens qui sont formés pendant 2 ans avant d'être donnés aux personnes handicapées. Donc ils sont formés à tous les gestes que tu disais, donc ouvrir la porte, et, allumer la lumière, aboyer s'il y a le moindre problème, ramasser des objets, etc. Formés du coup par des bénévoles de l'association, hein, c'est ça? Tout à fait. Ils sont donc 18 mois dans une famille d'accueil où là ils vont apprendre les bases, si je puis dire, des commandes et ensuite ils peaufinent jusqu'à 2 ans cette éducation et à la fin ils ressortent avec une 50aine de commandes maîtrisées. Et pour la petite anecdote, la commande, le test final, c'est le ramassage d'une pièce de 1 centime. Ah ouais. Donc s'ils savent pas faire, en fait, ils sont réformés. Oui, et tu me disais aussi que, par exemple, si le matin, tes parents sont partis pour toute la journée et toi, dès le matin, 8h du matin, tu fais tomber ton téléphone, si t'es sans Bayla, tu peux pas ramasser ton téléphone, tu passes toute la journée sans moyen de communication, alors qu'avec le chien, tout de suite, tu récupères ton téléphone. Exactement, c'est ça en fait. C'est quand je l'ai perdu que je me suis rendu compte tout ce qu'elle m'apportait, parce que c'est vrai, comme je le disais, c'était nos habitudes, donc on fonctionnait comme ça, on se rendait pas compte. Mais c'est vrai que maintenant, le fait de perdre son téléphone tôt dans la journée et être seule, parce que du coup mes parents travaillent, moi je ne sors pas avec le Covid, c'est difficile en fait, parce que s'il m'arrive quelque chose, comme tu dis, je ne peux pas communiquer. Donc c'est là que je me suis rendu compte que vraiment c'était indispensable finalement pour moi, en étant toute seule en tout cas. Et quelle est la suite pour toi du coup en termes de chien d'assistance? Alors du coup j'ai fait une demande de renouvellement, même si ça me paraissait absolument impossible au début, parce que je me suis dit que je voulais pas la remplacer, mais en prenant un peu de recul, je me suis dit que
c'était juste continuer notre histoire et qu'elle aurait voulu qu'un autre prenne sa relève pour que je sois heureuse. Du coup, c'est ce que j'ai fait et on va dire que c'est en très bonne voie. Je suis en attente. Je peux pas encore en dire plus, mais ça devrait arriver. Ouais, donc tu devrais bientôt normalement avoir un nouveau chien qui te sera attribué, c'est ça? Voilà, enfin, exactement. Rien n'est sûr, mais peut-être. Mais presque. Alors que ce que tu me disais, c'est que le délai d'attente, c'est de combien de temps normalement? Alors normalement, le délai d'attente est de 3 ans. Donc c'est assez exceptionnel en fait que tu puisses prétendre à un nouveau chien assez rapidement. Voilà, je sais que c'est un besoin physique et que moralement, ça va aussi beaucoup m'aider. Enfin, là, je veux dire, on vit aussi une période pas facile. Et devoir avoir un chien, tu vois, ça va m'obliger à le sortir, même si c'est 1 heure. Au moins, je prends l'air, je peux jouer avec lui, j'ai une présence en fait, tout simplement. Et rien que ça va beaucoup m'aider. Et je voulais juste te demander, aujourd'hui, t'en es où de ton rapport avec le fauteuil? Comment tu le considères, ton fauteuil? Alors aujourd'hui, je dirais que c'est un peu pas mon double, mais mon allié. C'est vraiment comme quelqu'un qui porterait des lunettes, tu vois. C'est lui et moi et ça fait notre force. Enfin, ma force, du coup. En fait, je dirais que c'est moi. Tu vois, si je l'ai pas, ben, je suis pas complète. Il manque un bout à Audrey. Limite, j'ai détesté plus mon corps que le fauteuil, pour te dire. Donc, non, vraiment, le fauteuil, en fait, je sais que c'est une aide technique qui m'est indispensable. Et je préfère le voir comme quelque chose qui m'apporte plutôt que de me dire c'est absolument horrible ce que j'ai pas envie d'être dans le fauteuil parce que c'est au final inévitable. Donc je pense que ça serait me pourrir la vie pour rien et m'envoyer des mauvaises ondes qui malheureusement ne peuvent pas changer, tu vois. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Ben, je voudrais juste te dire qu'il faut toujours se battre quoi qu'il arrive. Et que même si je suis handi, ben pas que, et que la vie est belle même si elle apporte son lot d'épreuves. J'ai traversé pas mal de choses dans ma courte vie, mais la vie mérite d'être vécue et qu'il faut être fort, mais que toute la force on a besoin est déjà en nous et je trouve que c'est important de le savoir et de se le dire. Ça aide vraiment à avancer. Et je voulais aussi te remercier pour ce moment passé avec toi. Bah, merci à toi. Ce que tu dis, c'est la manière dont tu termines cet entretien, ça reflète vraiment ce qui ressort en fait de ce que tu dis tout au long de du moment qu'on a passé ensemble, du moment qu'on a passé ensemble il y a quelques jours, de ce que je vois de toi aussi sur les réseaux sociaux, c'est que voilà, t'as vraiment t'es déterminée en fait, tu vois les choses du côté positif, tu te laisses pas abattre et tu vis ta vie en prenant les épreuves qui se présentent à toi comme limite comme des accessoires et tu continues d'avancer en voyant l'horizon de manière éclairée et colorée devant toi et c'est vraiment admirable, c'est inspirant. Et merci beaucoup d'avoir pris la parole sur ce sujet du handicap, du fauteuil roulant à mon micro. J'en suis très honorée. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Coquelicots. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est certainement qu'il vous a plu. Alors, pour m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux sociaux, mais aussi mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute. Le mieux, ce serait d'envoyer l'épisode à 1 ou 2 personnes qui pourraient être intéressées. Venez également me suivre sur Instagram @lescoquelicots.podcast et n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode des Coquelicots. Et d'ici là, prenez soin de vous.